Europe 1, il est 8h15. Thomas Soto, vous recevez ce matin Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. C'est l'interview politique d'Europe 1. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Vous venez nous détailler les grandes lignes de la réforme du collège. Alors, on reste au collège unique, ça c'est sûr, mais la grande nouveauté de votre réforme, c'est l'interdisciplinarité. Alors, à chaque réforme, on se demande quel est le bidule que va nous sortir le ministre. Là, c'est l'interdisciplinarité, c'est quoi ? L'interdisciplinarité, c'est le fait que les élèves, au lieu de n'entendre parler de maths, qu'en cours de maths, d'histoire géo, qu'en cours d'histoire géo, de français qu'en cours de français, de façon souvent abstraite, ce qui fait qu'eux-mêmes sont passifs et au fond ne s'approprient pas ces savoirs, vont voir se mélanger ces différentes matières et leur donner du sens. Je vous donne un exemple précis. Par exemple, un élève qui comprend rien aux équations, aux modèles en maths, qui est pas très intéressé par la géographie et qui s'exprime rarement à l'oral, eh bien, on va le mettre dans un cours dans lequel on va lui proposer de travailler sur un sujet précis, le changement climatique, en utilisant des connaissances acquises et en maths, et en géographie, et en français. Et à ce moment-là, il y aura les trois profs, le prof de maths, de géographie et de français qui seront là en même temps ? Ça peut fonctionner avec ce qu'on appelle du co-enseignement, c'est-à-dire que les profs des différentes disciplines sont présents devant le groupe qui est en train de travailler. Mais ça peut aussi fonctionner avec un seul enseignant dès lors qu'il utilise aussi les disciplines des autres. L'important, c'est quoi ? C'est que dans ces temps, eh bien, les élèves soient amenés à travailler ensemble, c'est-à-dire l'apprentissage du collectif, qu'ils soient amenés à développer leur maîtrise de l'oral, qu'ils fassent beaucoup d'exposés et qu'ils soient amenés à utiliser plusieurs matières en même temps pour se les approprier. Ça sera combien d'heures par semaine ? Ce sera 2 heures au moins par semaine. C'est une discussion qui est en cours avec les syndicats. 2 heures vous avez en plus compris, des 25 heures hebdomadaires non, déjà pour les collégiens ? 2 heures au sein des 25 heures hebdomadaires. Simplement pour vous expliquer, donc aujourd'hui je présente les grandes orientations de la réforme du collège. Je dis ce que je veux voir dans ce collège. Je veux y voir de l'interdisciplinarité, vous l'avez dit. Je veux y voir de l'accompagnement personnalisé des élèves pour s'assurer que chacun au niveau où il en est puisse progresser véritablement. Et puis, ça pareil, ça sera en plus des heures ou ça sera à prendre sur le crédit de 25 heures ? Je termine, il y a juste 3 choses, j'en ai dit 2, donc interdisciplinarité, accompagnement personnalisé, puis je veux voir plus de fonctionnement en petits groupes homogènes d'élèves pour permettre d'établir une autre relation à l'élève et là encore de le faire progresser mieux. Ces 3 temps, donc interdisciplinarité, accompagnement personnalisé et petits groupes, ça constituera 20% du temps de l'emploi du temps de l'élève aujourd'hui, c'est-à-dire en moyenne de 25 heures. Donc 5 heures sur 25 heures. Donc il y aura 5 heures de moins de cours de français strict, de géographie stricte, de maths stricte ? Non, aucune discipline stricte, comme vous dites, ne perdra d'heures. Chacune de ces disciplines sera mise à contribution pour travailler autrement, sous forme d'interdisciplinarité, d'accompagnement personnalisé et de petits groupes. Et d'ailleurs, je vais vous dire, toutes les disciplines sont demandeuses de travailler comme cela. Et je ne connais pas un enseignant en collège qui ne demande à pouvoir prendre, si on lui donne les moyens de le faire, de temps en temps sa classe en petits groupes plutôt qu'en totalité pour mieux travailler quelques difficultés ici ou là. Qui va organiser tout ça dans les établissements ? Voilà, c'est la vraie nouveauté. Vous faites bien d'insister sur ce point. C'est que cette réforme, elle prévoit de donner de la liberté aux équipes dans les établissements scolaires. C'est-à-dire qu'on leur plaque pas le même schéma partout sur le territoire. On leur dit, vous avez donc ces 5 heures, c'est 20% du temps, que vous organisez comme vous le souhaitez en fonction des besoins de vos élèves, car les besoins des élèves ne sont pas les mêmes d'un collège à l'autre sur tout le territoire français. Donc en fonction des besoins de vos élèves, vous allez soit faire plus d'accompagnement personnalisé au sein de ces 5 heures, soit faire plus d'interdisciplinarité, choisir l'interdisciplinarité dont on vient de parler, autour de quel thème et quelle discipline elle va mobiliser. Est-ce que, compte tenu de l'environnement de votre collège, ce qui intéresse les élèves, c'est plus le théâtre, le cinéma ou les enjeux climatiques ? C'est à vous de décider quel est le thème autour duquel vous allez les faire travailler de façon concrète pour éveiller leur intérêt, susciter leur curiosité et leur désir. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui au collège, c'est que les collégiens s'ennuient et qu'il faut à nouveau éveiller leur appétence si on veut qu'ils s'approprient les fondamentaux et qu'ils sortent du collège en maîtrisant le français, les maths, l'histoire géo. Et avec quels moyens vous allez faire tout ça ? Et donc, je le disais, nous allons laisser les établissements scolaires décider. Alors, pour les détails, c'est au sein du conseil pédagogique qui regroupe le chef d'établissement et les enseignants, décider de la façon dont ils organisent ces 5 heures de travail, décider du contenu de l'interdisciplinarité. Et bien entendu, nous apportons des moyens supplémentaires pour les aider, parce qu'à partir du moment où vous démultipliez les petits groupes, par exemple, vous avez besoin de plus d'enseignants pour les prendre en charge. Donc, cette réforme s'accompagne de 4000 emplois.
D'accord, c'est les 4000 postes qui étaient prévus dans la loi de 2013 sur l'école, c'est ça? Pour le collège, ils ont été prévus dès le départ, au moment où nous avons identifié les 60 000 postes à créer pour l'éducation. Il y en a 4 000 qui étaient réservés pour le collège et donc qui seront utilisés grâce à cette réforme et qui vont se traduire concrètement pour les établissements par des augmentations de leur dotation horaire globale. C'est-à-dire que chaque établissement va avoir quelques heures de plus à utiliser pour ces nouveaux enseignements que j'évoque. Il y a quand même, vous avez dit que la phase de discussion allait commencer avec les syndicats, mais il y a quand même déjà un problème, c'est que le principal syndicat du secondaire, le SNES-FSU, n'est pas content. C'est le cas aussi de FO et de la CGT. Il va falloir qu'ils s'y fassent à cette interdisciplinarité, à ces réformes, ou est-ce que c'est encore négociable ? Non, bien entendu, les grands axes de la réforme que je présente aujourd'hui sont un cadre qui est rigide. Oui, bien sûr, c'est le futur collège ressemblera à ça. Le futur collège sera unique. Il n'est pas question de remettre cela en question, car nous avons un même niveau d'ambition et d'exigence pour tous les élèves de France. Le futur collège, cependant, ne sera plus uniforme, car on a vu que ça avait échoué par le passé. L'uniformité, ça veut dire quoi? C'est quand on traite tous les 3,5 millions de collégiens comme si c'était les mêmes, comme si c'était une masse indistincte, uniforme. Ils ne le sont pas, chaque collégien est singulier. Et donc, il faut répondre aux besoins de chacun d'entre eux et voir là où il a des lacunes pour le faire progresser. Et s'agissant des bons aussi, parce qu'il y a de bons collégiens, approfondir encore leurs connaissances pour qu'ils soient encore meilleurs. D'où cet accompagnement personnalisé, cette personnalisation que nous introduisons. Et les profs qui ne le sentiraient pas, ceux qui se diraient « je ne suis pas capable, c'est pas mon truc », ça sera basé sur le volontariat ou ce sera obligatoire? Est-ce qu'ils devront tous jouer le jeu? Bien sûr, les 5 heures, les 20% de temps dont j'ai dit qu'il revenait à chaque établissement d'en fixer le contenu précis, sont obligatoires. Elles font partie des obligations réglementaires de service des enseignants. Ensuite, c'est dans la discussion en début d'année au sein de l'équipe pédagogique que collectivement, il va être décidé si dans ce collège, c'est plutôt en maths qu'il faut vraiment mettre le paquet. Donc l'accompagnement personnalisé, ce semestre-ci, on va le faire plutôt autour des maths. Mais le prof de maths n'aura pas le choix. Enfin, il devra si le chef de l'établissement le décide, il faudra le faire. Mais ça fait partie de ses horaires. Rappelez-vous, vous m'avez demandé si les disciplines perdaient des heures. Je vous ai répondu non. Mais il ne s'agit pas non plus de décharger des disciplines de leurs heures. Il y a aussi du nouveau sur l'enseignement de la deuxième langue vivante qui va débuter dès la 5e et plus en 4e. Il va falloir recruter des profs de langue. Là, vous allez les chercher où? Bien, on va les recruter. Moi, j'attire votre attention sur une chose, c'est que c'est vrai que avant cette année, les métiers de l'enseignement, et particulièrement dans certaines disciplines dont les maths ou les langues font en effet partie, les métiers de l'enseignement paraissaient très peu attractifs. Bon, il y a eu des cas encore à la rentrée, on parlait d'annonces sur le Bon Coin. Absolument, c'est à ça que je fais allusion. Et notamment dans les quartiers les plus difficiles. Et on avait beau ouvrir des postes, on avait du mal à les pourvoir. Mais la donne est en train de changer. Vraiment, je vous invite, Thomas Soto, à regarder par exemple le concours exceptionnel que nous avons ouvert pour l'Académie de Créteil, puisque c'est de l'Académie de Créteil que vous venez de parler avec les histoires de Bon Coin. Eh bien, nous avons décidé d'ouvrir un concours avec 500 postes. Nous attendions à avoir 1000 candidats, honnêtement. Les inscriptions viennent de se clôturer. Vous savez combien il y en a? 11 500. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que si le métier pouvait sembler peu attractif et les concours ne pas être pourvus, c'est parce que depuis des années, la précédente majorité, la droite, n'avait cessé de détruire des postes dans l'éducation. Et donc, les étudiants qui pouvaient se préparer à ces carrières d'enseignement se disaient « mais il n'y aura pas de job ». Depuis que nous sommes revenus, nous avons réouvert des postes. Ça prend du temps à être bien perçu par tous les acteurs. Et ça sera prêt pour la mise en place de la réforme en 2016, rentrée 2016, quoi qu'il arrive, la mise en place. Franchement, les candidats affluent. Et donc, oui, je pense que nous trouverons les professeurs d'anglais, les professeurs de maths dont nous avons besoin, oui. 2 questions très précises, Najat Vallaud-Belkacem. Le 9 décembre prochain, ce sera la première journée de la laïcité dans les écoles, les collèges, les lycées. J'ai donc une question pour répondre à une situation floue. Les femmes qui accompagnent les sorties scolaires, ont-elles le droit, oui ou non, de porter le voile? Mais il n'y a rien de flou là-dedans. J'ai été amenée à m'exprimer de façon très claire. Moi, j'estime que nous devons nous assurer le plus possible de la coopération des parents. Parce que le rôle des parents est essentiel dans la réussite de leur enfant à l'école. Ils peuvent venir, s'ils sont de bonne volonté, même si les femmes sont voilées, elles peuvent accompagner les groupes scolaires? Ce qui signifie que, en l'absence de prosélytisme et en l'absence de situations problématiques, liées à des tentatives de prosélytisme, il n'y a pas de raison de refuser
la coopération proposée par une femme, quelle que soit sa tenue vestimentaire. Donc moi, j'incite en effet les établissements scolaires à faire preuve de discernement et à favoriser le plus possible le dialogue plutôt que le rejet ou la stigmatisation. Deuxième point, vous avez récupéré le dossier des universités à Geneviève Fioraso. Faut-il, oui ou non, interdire le voile dans les facs françaises? Aujourd'hui, il est autorisé. Non, vous savez, ça n'est pas à la légère que la loi de 2004 qui a interdit le port de signes religieux dans les établissements scolaires notamment, a exclu de son champ l'université. Il y a eu un débat parlementaire sur ce sujet. Pourquoi est-ce que l'université a été exclue? Parce que c'est un cadre bien particulier. On y parle de majeurs, on y parle de gens qui ont leur libre arbitre. Et donc, ce sont des gens qui ont une forme de liberté qui doit se respecter. Par ailleurs, l'université, je vous rappelle, accueille des étudiants étrangers en nombre. Donc, est-ce qu'on va imposer des règles vestimentaires aussi à des étudiants étrangers ? Donc vous dites on ne revient pas sur cette loi, on ne change pas les règles à la fac. Je dis simplement qu'il y a aussi à l'université des moyens de lutter contre le prosélytisme lorsque c'est nécessaire. Et d'ailleurs, je fais passer moi-même une circulaire pour repréciser ces différents moyens et faire en sorte que quand il y a des problèmes, on puisse évidemment les traiter. Mais l'université, en effet, c'est un lieu où les gens sont adultes, donc les règles ne doivent pas être les mêmes que celles de l'école.